J'ai rencontré Avery alors qu'elle n'avait que 3 mois. Sa mère, Pénélope, et moi nous fréquentions sans conviction depuis quelques mois lorsqu'elle m'a finalement annoncé qu'elle avait une fille d'une précédente relation. Elle semblait nerveuse, comme si elle s'attendait à ce que je fasse marche arrière dès que j'entendrais le mot « mère célibataire ». Elle m'a dit que le père ne voulait rien avoir à faire avec elle. Je n'avais même pas vu Avery une seule fois. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas hésité. Quelque chose dans l'honnêteté de Pénélope, son regard quand elle parlait de sa fille, m'a touché. Et la première fois que j'ai tenu Avery dans mes bras, elle était grognon, chaleureuse et incroyablement petite. J'étais conquise. À 2 ans, Pénélope et moi étions mariés. Je l'appelais alors Pénélope. Pénélope. Enfin, on plaisantait en disant que je n'utilisais son nom complet que pour faire joli ou la faire rire. Ça a marché. Elle levait les yeux au ciel et souriait comme si elle n'en avait pas envie. Et ce sourire valait vraiment le coup. Quand Avery avait 5 ans, je l'ai adopté légalement. Je me souviens encore de la date du procès, de la petite robe assortie qu'elle portait, de la façon dont elle m'a serré la main. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle savait que c'était important. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose avant que vous ne me jugiez. Je suis stérile et je ne peux pas avoir d'enfant. Alors, pour moi, Avery était un cadeau du ciel. Et je me souviens, Seigneur, je me souviens de la première fois où elle m'a appelé « Papa ». On rentrait de la maternelle en voiture. Un projet artistique scintillait sur ses genoux et elle me racontait comment son amie Grace avait eu un chiot. Il y avait un bout de route tranquille et elle a soudain dit « Je peux avoir un chien aussi ?»« S'il te plaît, papa. » J'ai dû m'arrêter. Ça m'a fait l'effet d'une inondation. Je suis resté assis là, les mains sur le volant, clignant des yeux. Je l'ai regardée et elle était déjà passée à autre chose, bredouillant à propos de noms de chiens qu'elle aimait. Elle n'avait aucune idée de l'effet que ce mot venait de me faire. À partir de ce moment-là, j'étais papa. Fête d'anniversaire, genoux écorchés, longue discussion sur les garçons et chagrins d'amour. C'était moi qu'elle consultait quand elle n'arrivait pas à dormir. J'étais là pour chaque projet scolaire tard le soir, chaque remise de diplôme, chaque rendez-vous chez le médecin. J'étais là. J'étais son père. Pas seulement de nom, mais à chaque instant important. Quand elle a eu 19 ans, elle m'a demandé. Nous étions dans la cuisine, juste tous les deux. Elle était rentrée de la fac pour le week-end, et il était tard, et je sentais bien qu'elle avait quelque chose en tête. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit, les yeux rivés au sol. « Bien sûr », ai-je répondu. Elle a levé les yeux. « Tu sais quelque chose sur mon vrai père ?» Ce mot, « vrai », m'a blessé, mais je ne l'ai pas montré. Pénélope et moi étions convenus depuis longtemps. Nous ne lui mentirions jamais. Mais nous attendrions qu'elle vienne à nous. J'ai hoché la tête. Il s'appelle Dylan. Il vivait à Santa Rosa quand tu es né. C'est à peu près tout ce que ta mère m'a dit. A-t-il jamais essayé de me contacter? A-t-elle demandé? Non, j'ai dit pas une seule fois. Elle hocha la tête en silence pendant un long moment. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Un mois plus tard, elle était partie. Pas physiquement. Ses affaires encombraient encore les coins de sa chambre. Ses posters tapissaient toujours les murs. Ses vieilles baskets trônaient toujours près de la porte de derrière, comme si elle allait arriver d'un instant à l'autre. Elle envoyait encore des SMS à Pénélope de temps en temps. Bien sûr. Elle est revenue. D'accord. Dis bonjour à maman de ma part. Mais avec moi, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Elle l'avait trouvé. Dylan. Il l'avait accueilli comme s'il l'avait attendu depuis toujours. Aucune hésitation, aucune explication pour les années d'absence. Juste des bras ouverts, un grand sourire et une histoire de rédemption. Et ça a marché. Des photos ont commencé à apparaître sur son Instagram. Elle et Dylan sur un sentier quelque part, plissant les yeux au soleil, riant comme s'ils avaient partagé des souvenirs de toute une vie. Des photos de dîner, des assiettes filtrant la lumière dorée, ses bras autour de ses épaules. Ils avaient même des chapeaux assortis. Celle-là m'a touché. Ce qui m'a brisé, c'est son expression. Ce sourire. Le genre de sourire que j'avais autrefois. Celui que j'avais quand je la laissais veiller après l'heure du coucher pour finir un dessin. Quand j'enregistrais son solo au récital du collège.
Quand je rapportais à la maison un pot de sa glace préférée après une rupture difficile, ce sourire ne m'appartenait plus. Apparemment, il avait changé, trouvé Dieu, trouvé la sobriété, s'était rebaptisé l'homme qu'il n'avait jamais été au moment opportun. Et, d'une certaine manière, ça a tout effacé. En 2 mois, elle a arrêté de m'appeler. Au début, je me disais qu'elle était juste occupée. Université, nouveau travail, nouvelle personne. Mais mon anniversaire est passé, pas de SMS. Thanksgiving est arrivé. Pénélope a dit qu'elle le passait avec des amis. Il s'est avéré que parmi ses amis figuraient Dylan et sa femme. Noël, plus rien. Plus de SMS, plus de visites pendant les vacances, juste le silence. Pour ses 21 ans, je lui ai envoyé une carte. Juste une simple. Pas de long message, pas de culpabilité ni de questions, juste un joyeux anniversaire, Avri. Je pense à toi, papa. J'ai longuement fixé la boîte aux lettres avant de la déposer. J'avais l'impression de jeter un bateau en papier à la mer en espérant qu'il revienne à la surface. Ce ne fut pas le cas. Une semaine plus tard, elle est revenue sans avoir été ouverte. Mon écriture était toujours intacte sur l'enveloppe, mais le rabat intact, comme si elle avait d'un seul coup d'œil décidé d'avoir déjà tout lu à l'intérieur. Pénélope et moi avons divorcé l'année suivante. Ce n'était pas à cause d'Avri, pas directement, mais à cause du silence qu'elle imposait. Cela a révélé des choses que nous avions toutes les deux ignorées. Des conversations que nous avions l'habitude de repousser indéfiniment étaient soudainement au premier plan, et nous ne pouvions plus les esquiver. Le chagrin que je portais était devenu ce mur invisible entre nous. Pénélope m'a dit qu'elle avait juste besoin de temps, Daniel. Elle est en train de se découvrir. Elle t'aime toujours, m'a-t-elle dit un soir, assise en face de moi à la table de la cuisine, une tasse de thé intacte à la main. Ça ne ressemble pas à de l'amour, ai-je répondu à voix basse. C'est comme de l'abandon. 6 ans ont passé, 6 anniversaires, 6 Noëls, 6 ans à consulter mes emails par habitude, puis à me dire que je n'attendais rien. Et puis l'hiver dernier, j'ai reçu un email. Pas d'objet, juste 5 mots. J'ai besoin de parler, s'il vous plaît. C'était tout. Pas de ponctuation, pas d'explication, juste une supplication discrète. Je n'ai pas répondu, ni par colère, ni pour la punir. Je n'en voulais plus. J'avais construit ma vie autour de cette absence. Le rouvrir, c'était comme creuser une tombe. 2 semaines plus tard, elle s'est présentée à ma porte. C'était un dimanche matin, froid, le ciel d'un bleu pâle et délavé. J'ai ouvert la porte, et elle était là, l'air plus âgé, plus usé. Mais dans la courbe de ses yeux et l'inclinaison de son sourire, je l'ai vue. Ma copine toujours là, quelque part. Je vais me marier, a-t-elle dit. Sa voix était plus posée que je ne l'aurais cru. Il s'appelle Christopher. Il est gentil avec moi. J'ai hoché la tête. D'accord, tant mieux pour toi. Elle se déplaça, puis leva les yeux vers moi. Je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel. L'air entre nous s'est figé, comme si tout au monde s'était arrêté, en attente. Pourquoi pas ton père, demandai-je. Je gardai un ton calme. Même ses yeux se baissèrent. Dylan est décédé en août. Une crise cardiaque. Et voilà. Ni amour, ni guérison, ni révélation sur tout ce que je représentais pour elle. Juste une absence, un vide qu'il fallait maintenant combler. Elle avait besoin d'un remplaçant. Alors maintenant que ton père est mort, tu veux juste un remplaçant, un remplaçant. Non, je ne peux pas faire ça. Dis-je d'une voix calme et prudente. Je t'ai déjà pleuré une fois. Je ne vais pas rouvrir ce sujet. Elle avait l'air stupéfaite, pas en colère, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise non. Elle ne protesta pas. Elle ne supplia pas. Elle hocha simplement la tête, recula et partit silencieusement. Les semaines passèrent. Je croyais que c'était la dernière page du livre. Puis Pénélope a appelé. J'ai vu Avri, dit-elle d'une voix tendue. Mais elle est dans un sale état. Il y a quelque chose que tu dois savoir. De quoi parles-tu, demandai-je, sentant déjà ma poitrine se serrer. Mais tu mérites la vérité, dit-elle. Il y eut un silence, comme si elle devait rassembler son courage. Dylan n'était pas non plus le père biologique d'Avri. Pénélope avait menti. Elle avait dit à Dylan qu'il était le père lorsqu'elle l'avait contacté pour la première fois, voulant,
selon ses propres termes, donner à Avery ce qui lui manquait, un nom, une histoire, un lien biologique avec une idée d'origine. Dylan y croyait, voulait y croire. Et Avery, si désespéré de retrouver son identité, ne l'avait jamais remise en question. Aucun test de paternité n'avait jamais été effectué. Et à vrai dire, Pénélope n'a jamais vraiment su qui était le père. Elle l'a avoué à Avery après la mort de Dylan, l'a assise et lui a dit que l'homme auquel elle s'était tant attachée. L'homme pour lequel elle m'avait mise de côté n'avait aucun lien de sang avec elle. Rien. Cela l'a brisé. Le lien qu'elle croyait avoir, les photos, les souvenirs, les rires, s'était construit sur une histoire, une fiction. Et l'homme qu'elle avait préféré à moi n'était pas un père. C'était juste un fantasme plus convaincant. Pénélope m'a appelé peu après, d'une voix douce, hésitante. Elle essaie de comprendre tout ça, a-t-elle dit, te demandant de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. C'était son premier pas vers l'amélioration. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis resté planté dans ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, les yeux rivés sur le réfrigérateur comme s'il pouvait apporter des réponses. Mais voilà, je n'avais pas besoin d'être réparé. Je n'avais pas disparu. Je ne l'avais pas abandonné. J'avais tout fait comme il fallait. Chaque éraflure au genou, chaque histoire du soir, chaque événement scolaire, chaque chagrin d'amour, j'étais là. Je l'aimais inconditionnellement. Et quand le fantasme pour lequel elle avait échangé tout ça s'est effondré, je n'allais pas être son filet de sécurité simplement parce que le coussin sur lequel elle avait sauté s'est évanoui sous elle. Alors je me suis assise et je lui ai écrit une lettre, non par cruauté, ni pour la blesser, mais parce que la clarté est importante, parce que j'avais besoin qu'elle comprenne. Avery, je t'ai élevé parce que je t'aimais, pas par obligation. Tu as choisi de partir et j'ai respecté ce choix. J'étais blessé et en colère, mais aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je ne suis plus en colère. Je ne souffre plus. Vraiment pas. Mais l'amour, une fois abandonné, ne reste pas sur une étagère, attendant d'être dépoussiéré quand bon te semble. J'espère que ton mariage sera beau. J'espère que ta vie sera pleine et joyeuse. Je ne serai pas un plan de secours, un substitut. Daniel, je l'envoie le lendemain matin. Sans attente, sans engagement. Aucune réponse. C'était il y a 6 mois. Et parfois, dans les moments de calme, je me demande si j'ai bien fait. Certains soirs, je l'imagine dans cette robe blanche. Je l'imagine debout au bord de l'allée, regardant autour d'elle, ne serait-ce qu'une seconde, cherchant, regrettant d'être là, me demandant si j'allais passer la porte en retard, comme j'avais l'habitude de le faire à ces pièces de théâtre, quand j'étais coincé dans les embouteillages, sans jamais rater la révérence finale. Mais d'autres fois, je repense à cet après-midi en voiture. Elle avait 4, 5 ans peut-être. On revenait de la maternelle, vitres baissées, les cheveux en bataille au vent. Elle bredouillait qu'elle voulait un chien, un petit bout de chou débraillé qu'elle avait vu au parc. Et puis, soudain, elle a dit, « S'il te plaît, papa. » C'était la première fois qu'elle ne remarquait même pas ce qu'elle disait. Elle continuait à parler. Mais moi, j'ai dû m'arrêter. Assis là, les mains sur le volant, le cœur battant, pendant qu'elle fredonnait sur la banquette arrière comme si rien n'avait changé. Ce moment était réel. C'était le mien. Et dans un monde où la vérité peut être réécrite, où les souvenirs sont modifiés et les noms remaniés pour correspondre à de nouveaux récits, j'ai appris à m'accrocher à ce qui était réel, même si cela ne m'appartient plus. Environ 3 semaines après avoir envoyé la lettre, j'ai reçu un message vocal. C'était elle. Avery. Je ne savais même plus comment l'appeler. Sa voix était douce, tremblante, presque comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de parler. « Je suis désolée, papa » a-t-elle dit. « Je sais que je n'ai plus le droit de t'appeler comme ça, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. » J'avais tort. J'étais jeune et je pensais avoir besoin de réponses, mais je ne voulais pas que tu sois la mauvaise personne. Ce n'était pas juste. J'étais tellement en colère quand je l'ai découvert. Et j'ai blâmé la seule personne qui ne m'avait jamais menti. Je l'ai écouté 3 fois. J'étais assise là, le téléphone collé à l'oreille, essayant de comprendre quelque chose. Mais je ne savais pas quoi en faire. J'avais l'impression que la voix frappait à la porte d'une maison où je n'habitais plus. Ce n'était plus la mienne. J'étais parti, alors j'ai effacé le message. Quelques jours plus tard, j'étais sorti faire des courses. Rien de spécial, juste des courses et un pressing. Je traversais la rue quand je l'ai vue.
Avri sortait d'un café. Elle paraissait plus mince, fatiguée, pas vraiment malheureuse, juste plus âgée, comme si le poids des dernières années s'était installé sur ses épaules. Elle ne m'a pas vu. Elle riait avec une amie. Un café dans une main, faisant des gestes de l'autre, comme lorsqu'elle essayait de me convaincre de la laisser aller dormir chez moi. Ce mouvement ample et animé de quelqu'un qui croyait que le monde s'effondrerait si elle essayait vraiment. Je suis resté là 1 minute. Puis je me suis retourné et j'ai fait demi-tour. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ce n'étaient pas les mots de son message que j'entendais sans cesse. C'était le son, le poids de sa voix, la façon dont elle disait « Papa », comme si ça comptait encore. Comme si ça lui allait encore. Le lendemain, j'ai appelé Pénélope. Je ne sais pas pourquoi. Par habitude, peut-être. On a juste besoin de quelqu'un qui a vécu la même histoire, même si on l'a lu différemment. « Salut », ai-je dit. Elle n'a pas semblé surprise. « Je me doutais que tu appellerais », a-t-elle dit. « Ah, comment va-t-elle » Pénélope est restée silencieuse un instant. « Elle est perdue », a-t-elle admis. Et pour une fois, sa voix n'avait pas cette acuité habituelle, ce contrôle qu'elle conservait toujours comme une armure. Mais elle essaie. Elle a suivi une thérapie. Elle a dit, elle parle de toi tout le temps. Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Que j'étais fier d'elle. Que ça n'avait plus d'importance. Pénélope a soupiré. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle dit. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais elle ne savait pas faire autrement. Je l'ai fait. Je n'ai rien dit. J'ai juste raccroché. Pas d'adieu. 3 jours avant le mariage, j'ai reçu une lettre, une vraie, manuscrite, du genre que personne n'envoie aujourd'hui. L'enveloppe portait son nom au dos, écrit en petits caractères soignés. La Avri, ma fille, encore d'une certaine manière. Je suis resté assise à la table de la cuisine un moment à la regarder. Mon café était déjà froid quand je l'ai ouvert. Je ne prétendrai pas mériter quoi que ce soit de toi. Pas une marche jusqu'à l'autel. Pas ta bénédiction. Mais sache que j'ai commencé à comprendre ce que tu m'as donné. Tu ne m'as pas seulement élevée. Tu m'as construite. Tout ce que je possède de bon vient de toi. Ma poitrine s'est serrée en lisant ces mots. J'entendais sa voix dans l'encre. Je voyais le tremblement dans ses traits. J'ai couru après quelque chose dont je pensais avoir besoin. Et j'ai tourné le dos à la personne qui n'a jamais rien demandé en retour. C'est ça, la honte. Et je la porte depuis 6 ans. Je ne t'ai pas demandé de m'accompagner à l'hôtel parce que je voulais un remplaçant. Je t'ai demandé parce que je veux pouvoir dire un jour, quand j'aurai des enfants, que j'ai arrangé les choses avec l'homme qui m'a appris à aimer et qui m'a élevé comme sa propre chair et son propre sang. Je sais que tu ne viendras probablement pas. Je comprendrai. Mais au cas où tu serais dans les parages, je serai au premier rang à droite. Il sera vide, au cas où tu changerais d'avis. J'ai plié le papier en 2 et je l'ai rangé dans le tiroir à côté de mon lit. Je ne l'ai pas relu. Je n'étais pas obligé de le faire. Le jour du mariage, je ne me suis pas rasé, je n'ai pas enfilé de costume, je n'ai pas repassé de chemise et je n'ai pas regardé ma montre. Au lieu de cela, j'ai tondu. J'ai réparé la pelouse, réparé le gond du portail qui grinçait à chaque coup de vent, ce qui me tracassait depuis des semaines. À midi, je transpirais à travers mon t-shirt, les mains couvertes de rouille et de terre. Le quartier était si calme. Pas d'enfants à vélo, pas de chiens qui aboyaient, juste le silence. Je me suis assise sur le porche avec un verre d'eau et j'ai regardé la rue. Une partie de moi, Dieu, une partie de moi voulait y aller, enfiler ce costume, conduire jusqu'ici, redevenir l'homme dont elle se souvenait, ou peut-être celui qu'elle apprenait enfin à voir. Une partie de moi voulait lui pardonner, laisser le passé derrière elle. Mais le pardon n'est pas un bouton de réinitialisation. Il n'efface pas les choix. Il les reconnaît. Je ne suis jamais allé à l'église. Je ne me suis jamais assise à cette place vide. Une semaine plus tard, une petite enveloppe est arrivée. Pas de mots, juste une photo à l'intérieur. Avri, ma copine, debout dans sa robe de mariée, son mari à ses côtés. Il avait l'air gentil, nerveux, plein d'espoir, et là, de l'autre côté d'elle, là où je me serais tenu, se trouvait Pénélope. Elle n'avait pas regardé l'objectif. Son sourire était faible, mais je le voyais clairement. Elle avait laissé ce vide dans son cœur.
Derrière la photo se trouvait un mot, glissé délicatement dans l'enveloppe, facile à manquer. Juste 4 mots écrits avec la même écriture délicate que dans sa lettre. Tu as toujours été papa. Je suis resté assis à la table de la cuisine un long moment après avoir lu ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Juste assis là, laissant ces mots résonner. Pas fort. Juste régulier comme un battement de cœur dont on oublie l'existence jusqu'à ce que quelque chose nous rappelle qu'il est important. Est-ce que je regrette de ne pas y être allé? Certains jours, oui. Certains jours, je regarde le tiroir et je me demande ce que j'aurais ressenti en la voyant dans cette robe. En lui prenant la main, en l'accompagnant vers cet avenir. D'autres jours, non. D'autres jours, je repense à la douleur de ces années silencieuses. Aux longues nuits où je suis resté éveillé en espérant un texto. Au message vocal que j'ai supprimé. À la façon dont Pénélope se tenait à côté d'elle sur cette photo et comment aucun d'eux ne regardait vers l'objectif. Ce genre d'absence. Ce n'est pas une cérémonie. On le porte discrètement depuis longtemps. Mais je garde la lettre sur ma table de nuit maintenant. Et la photo sur le frigo, non pas comme un symbole de pardon, mais comme une preuve. Une preuve d'amour et de son prix. Une année s'est écoulée et la vie a continué. C'était un dimanche après-midi, peu après 14 heures. Le genre de journée où le soleil brille doucement et où la brise n'apporte rien d'urgent. J'étais dans le jardin en train de tailler la haie que j'avais prévu de voir toute la semaine quand j'ai entendu frapper. Ni pressé, ni timide, juste constant. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, me demandant si c'était un voisin ou quelqu'un qui vendait encore des panneaux solaires. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le temps s'est arrêté. C'était elle, Avery. Ses cheveux étaient tirés en arrière, des mèches effleurant ses joues. Elle avait l'air fatiguée, épuisée, mais pas perdue. Dans ses bras, enveloppé dans une douce couverture bleue, se trouvait un bébé. Elle ne parlait pas. Moi non plus. Pendant un instant, nous sommes restés là, à nous regarder, le cœur serré. Bruyant dans le silence. Puis, sans un mot, elle s'avança et déposa le bébé dans mes bras. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. Son faible poids. Cela déchira quelque chose en moi. Ses yeux étaient fermés, sa petite main repliée comme un coquillage. Je baissai les yeux vers lui, puis la releva vers elle. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Et puis, soudain, ça me frappa comme une rupture. Les années, le silence, la douleur que j'avais enfouie si profondément qu'elle faisait partie de moi. Je m'effondrais sur le perron, les genoux fléchissant tandis que les sanglots me déchiraient la poitrine. Je serrais son fils, mon petit-fils, contre moi et pleurais comme un homme resté trop longtemps sous l'eau. Avery s'agenouilla près de moi. Elle ne parla pas. Elle me prit simplement dans ses bras, son front contre mon épaule. Et nous restâmes là, père, fille et enfant, enveloppés dans quelque chose que les mots ne pouvaient nommer. Finalement, elle murmura à travers ses propres larmes. Il s'appelle Daniel. J'acquiesçai, serrant l'enfant un peu plus près. Il est parfait. Je voulais le premier homme qui m'ait jamais vraiment aimé, dit-elle doucement. Tenir dans mes bras la première personne que j'ai jamais vraiment aimée. Ma gorge se serrait à chaque mot que j'aurais pu prononcer. Nous sommes restés assis sur ce porche un long moment. Le passé entre nous ne s'était pas effacé. Il ne pourrait jamais l'être, mais il s'est adouci. Les angles vifs s'estompaient grâce à la chaleur d'une nouvelle vie et au simple fait d'être ensemble. J'avais perdu ma fille une fois, mais ce jour-là, à son retour, parce que c'est ça, être parent. On peut élever quelqu'un, l'aimer intensément, lui donner tout ce qu'on est, son temps, son cœur, son nom, et pourtant le perdre. C'est la vérité tranquille que personne ne vous dit. Être parent n'offre aucune garantie. C'est donner. Toujours donner sans rien demander en retour, sans promesse qu'on se souvienne de ce qu'on espère. Et parfois, avec un peu de chance, cet amour revient. Non pas comme un geste grandiose, ni comme une récompense, mais comme un murmure, un merci discret à distance. Quand j'entends encore, quand le monde est silencieux. Passons maintenant au deuxième. Histoire. Grayson Smith, j'ai 56 ans maintenant. Et si vous m'aviez dit il y a 8 ans que j'écrirais ceci, non pas pour obtenir de la compassion, ni pour tourner la page, mais juste pour me décharger, je vous aurais ri au nez. À l'époque, je croyais que le temps guérissait tout. Ce n'est pas le cas. Parfois,
le temps ne fait que vous montrer qui se souciait vraiment de vous. Et parfois, la réponse est « personne ». Il y a 8 ans, j'ai vécu un divorce brutal avec ma femme, Laney. Nous étions mariés depuis plus de 20 ans. Elle avait 46 ans à l'époque, j'en avais 48. Nous avons eu une fille, Scarlett, qui venait d'avoir 20 ans au moment du divorce. Au moment de la séparation, Scarlett n'a pas hésité. Elle a choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Il y a 8 ans, j'ai vécu un divorce brutal avec ma femme, Laney. Nous étions mariés depuis plus de 20 ans. Elle avait 46 ans à l'époque, j'en avais 48. Nous avons eu une fille, Scarlett, qui venait d'avoir 20 ans au moment du divorce. Tout s'est vite dénoué. J'ai découvert que Laney me trompait grâce au plus vieux cliché du monde. Un téléphone oublié, posé à plat sur le plan de travail de la cuisine. Elle était sous la douche. L'écran s'est allumé, un aperçu de message, un nom que je ne connaissais pas. Les mots « hier soir », c'était génial. À la même heure la semaine prochaine. Au début, je me suis dit que c'était une erreur, un texto frauduleux, une blague, quelque chose comme ça. Mais mon instinct, le savait déjà. Je l'ai ouvert. J'ai tout lu. Des semaines de messages, de photos, de projets, des mots qu'elle ne m'avait même jamais adressés au plus fort de notre vie. Elle ne me trompait pas seulement. Elle était amoureuse de lui. J'ai attendu qu'elle sorte de la douche. Je me suis assis à la table de la cuisine, le téléphone devant moi. Elle est descendue en peignoir, les cheveux enveloppés dans une serviette, fredonnant comme si tout était normal. J'ai posé une question. Qui est Mason ? Elle s'est figée. C'était la seule confirmation dont j'avais besoin. Ce qui a suivi n'était ni supplication ni larmes. C'était pire. Elle s'est justifiée. Elle a dit des choses comme « Grason, c'est comme ça que les gens font maintenant. La monogamie est dépassée. On a dépassé ces règles. » Elle a dit « Je t'aime toujours. » Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. J'avais juste besoin de quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle un mariage ouvert, Grayson. Ce n'est pas la fin du monde. J'aurais dû hocher la tête et applaudir. J'aurais dû la remercier d'être moderne pendant qu'elle détruisait tout ce qu'on avait construit. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, « Tu veux un mariage ouvert ? D'accord. On va tout dévoiler au tribunal. » J'ai demandé le divorce cette semaine-là. Scarlett ne l'a pas bien pris. Je pensais qu'elle demanderait au moins. Je pensais qu'elle voudrait toute l'histoire avant de tourner le dos, mais elle ne l'a pas fait. Pas une seule fois. Laney avait déjà filé la mèche. Le mari surmené, émotionnellement indisponible, toujours en colère, jamais présent, la laissant seule et négligée. Je suis devenu le méchant d'une histoire dans laquelle je n'avais même pas eu l'occasion de parler. Scarlett a bloqué mon numéro, a refusé de me rencontrer. La dernière chose qu'elle m'a dite, d'une voix froide et méconnaissable, a été « Maman a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur toi. » Et comme ça, j'ai disparu de sa vie. Sans explication, sans défense, juste une porte claquée. J'ai tout essayé, l'appeler, lui envoyer des messages, même un email. Aucune réponse, pas un mot. Un après-midi, je me suis retrouvé devant sa résidence universitaire. Le ciel était gris et le vent froid, mais je m'en fichais. Je voulais juste la voir, ne serait-ce que de loin. Peut-être lui dire un mot, peut-être lui expliquer, peut-être briser le mur qu'elle avait érigé autour d'elle. J'ai attendu des heures à regarder les étudiants aller et venir. Chaque fois que je pensais apercevoir Scarlett, mon cœur bondissait. Mais à chaque fois, elle n'apparaissait pas. Puis, finalement, elle est apparue. Je l'ai vue instantanément. Sa façon de se tenir, la tête baissée, le regard fixé droit devant, comme si elle essayait de disparaître. Elle m'a repéré. Aussi, mais n'a même pas bronché. Elle est passée devant moi sans un mot. « Scarlett » ai-je appelé doucement, osant à peine rompre le silence. Elle ne s'est pas arrêtée. Ma voix s'est brisée en disant cela. « Écoutez-moi une minute, s'il vous plaît », mais elle continua son chemin. Quelques instants plus tard, des agents de sécurité du campus s'approchèrent. « Monsieur, vous devez quitter les lieux », dit l'un d'eux d'un ton ferme. J'avalai difficilement. « C'est ma fille. Je ne fais rien de mal. »
Madame a demandé que vous ne soyez pas là. Nous allons devoir insister pour que vous partiez. J'acquiesçai d'un hochement de tête serré. Je comprends. En me détournant, le poids de la situation me frappa. Brusque et brutal. Le message était clair. Absence définitive. J'étais anéanti. Ce n'était pas seulement le divorce. C'était l'effacement complet et soudain de la seule personne dont je pensais qu'elle demanderait au moins pourquoi. Me demanderait. Mais elle ne l'a jamais fait. Aucune question. Pas de place pour mon point de vue. Juste le silence. La vérité. L'année avait une histoire parfaite. Une histoire où j'étais le mari égoïste et absent. Le type trop absorbé par ses travaux de construction pour s'en soucier. L'homme qui était là sans vraiment y être. Et oui, je travaillais de longues heures. J'étais le seul à gagner de l'argent. L'année restait à la maison pour élever Scarlett. C'est ce que je voulais. J'en étais fier. J'adorais pouvoir leur offrir une vie où ils n'avaient pas à se soucier des factures, du loyer ou de la nourriture. Les journées de 14 heures, le mal de dos, les callosités ne me dérangeaient pas. Ça en valait la peine. Mais quand la tension montait, quand la dispute éclatait, quand l'amour se transformait en ressentiment silencieux, l'année occupait le devant de la scène et je devenais le méchant. Pas de procès, pas de jury, juste un jugement. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec ça. J'ai ravalé tout ça et j'ai continué à avancer. Je me concentrais sur le travail. Je m'y consacrais entièrement, car c'était le seul domaine dans lequel je me sentais encore utile. Je prenais soin de ma mère aussi. Elle glissait lentement vers la maladie d'Alzheimer. Il y avait des jours où elle ne connaissait pas mon nom. D'autres jours, elle me serrait la main comme elle le faisait quand j'étais enfant et me disait des choses comme « N'abandonne pas Scarlett. Elle t'aime. » Elle ne le sait juste pas encore. C'était le genre de choses qui me brisaient à nouveau. Elle est décédée il y a 1 an. Elle était la seule famille qui me restait. Après les funérailles, je me suis retrouvé seul dans ce cimetière. Le vent froid me mordait le visage et, pour la première fois, cela m'a vraiment frappé. Je n'avais personne, pas une seule main sur mon épaule. Pas de famille, pas de fille. Le silence autour de moi était plus lourd que le poids des pierres tombales. Puis, il y a 2 mois, mon téléphone a sonné. J'ai failli le lâcher quand j'ai entendu une voix féminine hésitante dire « Salut, papa ». C'était Scarlett. Je n'avais pas entendu sa voix depuis presque 10 ans. Au début, je ne l'ai même pas reconnue. Elle était tellement plus âgée maintenant, plus douce, plus prudente, comme si elle marchait sur des œufs avec ses propres mots. Elle a dit qu'elle avait vu un message sur Internet concernant le décès de sa grand-mère et qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. J'étais abasourdi. Je ne savais même pas que tu suivais encore ma vie. Ai-je dit, la voix brisée. Oui, oui, a-t-elle murmuré. Je l'ai remerciée de son appel, lui ai dit la vérité, qu'elle me manquait plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, j'aimerais qu'on se voie pour parler. Nous avons convenu de dîner chez moi le samedi suivant. J'ai tout nettoyé comme si c'était pour une estimation royale. J'ai frotté chaque surface, épousseté chaque recoin. J'ai cuisiné son plat préféré, des crevettes Alfredo, et j'ai même acheté des fleurs. Pas vraiment pour elle, mais pour la table, comme si elle avait besoin de donner l'impression que j'avais encore des gens dans ma vie. Lorsqu'elle est arrivée à l'heure ce soir-là, j'ai ouvert la porte et le temps a semblé s'effondrer. Elle ressemblait tellement à sa mère, mais il y avait des lueurs, de petits aperçus de la petite fille que je portais sur mes épaules. J'ai ravalé mes larmes et je l'ai serrée dans mes bras. Le dîner s'est bien passé. Nous avons discuté comme des amis maladroits, pas comme un père et sa fille réunis après des années de séparation. Mais j'étais reconnaissante de ce moment. Vraiment. Finalement, j'ai posé la question qui me trottait dans la gorge depuis près de 10 ans. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé mon avis? Elle a baissé les yeux. J'avais peur. Maman disait des choses et je les croyais. Je ne savais pas faire autrement. Je suppose que je ne voulais pas en savoir plus. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle regrettait tout, qu'elle avait honte. J'avais envie de la croire. Mon Dieu, vraiment, mais quelque chose clochait. Finalement, la conversation a dévié et je lui ai demandé ce qui la poussait à me contacter maintenant. C'est là qu'elle l'a dit. Elle s'était fiancée quelques mois plus tôt. L'argent était serré.
Elle espérait que les avocats la contacteraient au sujet de l'héritage de grand-mère. Comme ils ne l'ont pas fait, elle a décidé de me contacter. J'ai essayé de ne rien montrer. J'ai juste hoché la tête, gardant un visage aussi neutre que possible. Elle avait l'air nerveuse, se mordant la lèvre avant de parler. Je me sens mal de demander ça, a-t-elle dit doucement. Mais grand-mère m'avait dit il y a des années que j'hériterais de tout en étant son unique petit enfant. Je voulais voir si c'était toujours vrai. Elle m'a jeté un regard nerveux avec un sourire. Tout ce que tu peux donner peut t'aider. Le mariage va être grandiose. J'ai juste vraiment besoin d'aide. Et voilà, le couteau dans mon dos se tordait lentement. J'avais rêvé de ce moment, la revoir, la serrer dans mes bras, redevenir père. Mais dès que j'ai compris que je n'étais qu'un portefeuille à ses yeux, quelque chose en moi s'est brisé. Je suis désolé, Scarlett, ai-je dit. L'héritage m'est revenu il y a longtemps. Grand-mère a modifié son testament. Je comptais utiliser l'argent pour créer une petite entreprise de menuiserie. J'ai pris une inspiration et j'ai ajouté de ma poche. Je suis prêt à te donner 5 000 pour le mariage. Son visage s'est assombri comme une pierre qui s'enfonce dans un étang. C'est tout. Le demanda-t-elle d'une voix neutre. C'est tout ce que je peux offrir? Répondis-je calmement. Son ton s'est durci. Grand-mère m'a dit que j'hériterais de tout. Je suis son seul petit enfant. J'ai dit, oui, tu étais le seul petit enfant et celui qui ne lui a plus jamais rendu visite après le divorce. C'était ta grand-mère. Oui, mais c'est aussi toi qui nous a complètement exclus de ta vie. Tu n'as jamais réagi après le divorce. Ses yeux brillaient de colère. Tu prouves tout ce que maman a dit sur toi. J'ai ri amèrement. Et tu prouves que tout ce que je craignais concernant ton retour était vrai. Là elle se leva, troublée. C'est incroyable. Je suis venu ici pour renouer et m'aider à planifier mon avenir, et tu es égoïste. Non, dis-je fermement. Tu es venu ici pour l'argent, pas pour une relation. Tu es venu pour voir si un jour de paix t'attendait. Elle me regarda, bouche bée. Puis je dis quelque chose qui effaça la fausse culpabilité de son visage. Si tu ne m'avais pas bloqué il y a des années, tu aurais reçu mes SMS. Tu aurais su que ta grand-mère était malade. Tu aurais pu la voir une dernière fois et peut-être, juste peut-être, elle aurait tenu sa promesse. Elle resta là, bouleversée. Quel SMS? Demanda-t-elle doucement. Débloque mon numéro, dis-je. Elle le fit. Je lui ai transféré tous les messages. Ceux où je la suppliais de me parler. Ceux où je la tenais au courant de l'état de santé de sa grand-mère. Celui où je l'invitais à me dire au revoir avant les funérailles. Silence. Puis elle murmura, je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Nous sommes restés assis là, en silence. Puis je me suis levé. Je ne te déteste pas, Scarlett, mais je ne te fais pas confiance non plus. Et l'amour sans confiance n'est pas de l'amour du tout. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Tu m'as manqué pendant 8 ans. Bonjour à toi. Même si tu étais encore en vie, mais j'en ai fini avec le deuil. J'en ai fini avec l'attente et j'en ai fini avec le rôle de père pour quelqu'un qui ne se souvient de moi que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Elle n'a pas dit un mot de plus. Elle s'est juste retournée et est partie. Je suis resté là, dans ma maison silencieuse, une fois de plus seul, mais enfin en paix. 3 jours après le départ fracassant de Scarlett, mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des années a clignoté à l'écran. L'année. Pendant une seconde, j'ai cru à une farce. J'ai juste fixé l'écran comme si c'était un fantôme. J'ai laissé tomber la messagerie. Elle a rappelé le lendemain matin, puis encore cette nuit-là. Au 4e appel, j'ai répondu, non par curiosité, mais parce que j'avais fini de courir. J'en avais assez de les laisser écrire l'histoire pendant que je restais silencieuse. Grayson. Sa voix était prudente, presque douce. On peut parler? Je ne dis rien. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre. Tu as raison, dis-je. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Elle prit une inspiration. Scarlett est rentrée bouleversée, dit-elle doucement. Elle m'a tout raconté. J'ai failli raccrocher. Je ne voulais pas revivre ça. Je ne voulais pas entendre la voix de Lani déformer la vérité une fois de plus, mais quelque chose en moi me disait, écoute-la. Finis-le.
Elle m'a dit que tu lui avais proposé de l'argent et qu'elle avait refusé. J'ai ricané. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Elle a marqué une pause. Tu as raison. Je connais Scarlett. Je sais quand elle ment, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Pourquoi appelles-tu, Laney? Je veux m'excuser. Cela m'a arrêté une seconde. Je ne pouvais rien dire. 8 ans trop tard, ai-je finalement dit. Sa voix s'est brisée. Je t'ai détruite. Je me suis dit que c'était justifié que tu sois égoïste et que tu ne t'intéresses pas à moi. Que si je te présentais comme la méchante, Scarlett aurait plus de facilité à rester avec moi. Alors, tu l'admets? Je l'admets. J'étais en colère. J'étais amer. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Et je savais que si elle avait eu le choix. Si elle avait entendu ta version, elle l'aurait peut-être fait. Elle l'aurait fait, ai-je dit. Je ne l'aurais jamais monté contre toi. Je sais, a-t-elle murmuré. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre de la cuisine le calme du jardin. Le vent soufflait doucement. À travers les arbres. Comme la nuit où Scarlett est arrivée. Tu sais ce qui était le pire? Dis-je après un long silence, d'une voix basse et assurée. Ce n'étaient pas les mensonges. Ce n'était même pas la perte de la maison ou de la moitié de mes économies. C'était de voir ma propre fille m'effacer comme si je n'avais jamais compté. Comme si je ne l'avais pas élevée. Comme chaque histoire du soir, chaque éraflure au genou, chaque matin de Noël qui ne signifiait rien. La voix de Lanny résonna doucement à l'autre bout du fil. Je suis désolé, Grayson. Vraiment. J'ai dégluti difficilement. Au diable tes excuses. J'aurais dû me sentir justifié, mais au lieu de ça, j'étais juste fatigué. Je l'ai supplié de me voir pendant des années, mais tu lui as dit que je la harcelais. Tu m'as menacé d'avocat. Je sais, dit-elle d'une voix brisée. C'est ce que je regrette le plus. Je l'ai instrumentalisé. Je n'ai pas pensé à ce que cela lui coûterait à long terme, ni à toi. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration. Pourquoi appelles-tu vraiment Laney? Ce ne peut pas être juste de la culpabilité. Il y eut un silence. Finalement, dit-elle, Scarlett croit toujours mériter quelque chose. Elle pense que ta mère le lui a promis. C'est vrai. J'ai répondu sèchement avant le divorce. Avant que Scarlett ne me coupe la parole, avant qu'elle ignore 8 ans de messages et n'arrive la main tendue, Laney hésitait. Je sais qu'elle t'a blessé. C'est toujours ta fille, dit-elle doucement. Non, dis-je calmement mais fermement. C'est ta fille. Tu l'as élevée comme toi. Tu l'as élevée pour que je croie que j'étais un monstre. Tu as élevé sa cupide chercheuse d'or comme toi. Et maintenant, tu veux que je finance son mariage. Lenny se tut. Je lui ai proposé de l'argent. J'ai durci sa voix plus qu'elle ne le méritait après tout ça. Mais ce n'était pas une question d'équité. Il s'agissait de voir s'il lui restait une part de cette petite fille. Elle n'en avait plus. Donc cette offre est maintenant abandonnée. Je ne veux pas que ça finisse comme ça, dit Laney doucement. Tu le regretteras quand tu seras plus grande. J'ai ri d'un rire amer et creux. Mon seul regret, c'est d'avoir je t'ai épousé et j'ai eu une fille avec toi. Scarlett m'a demandé d'essayer de te parler pour te dire qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle était jeune, puis elle s'est arrêtée, comme si les mots étaient trop lourds à porter d'un coup. Après un silence, elle a continué, j'ai tout déformé. Je suis désolé, ai-je répondu doucement. Tes excuses ne reconstruisent pas 8 ans. Les excuses n'effacent pas le silence. Les excuses ne transforment pas la manipulation en amour. Tes excuses n'enlèvent pas le poison que tu as instillé dans l'esprit de ta fille. Elle est toujours ton sang, a dit Laney doucement. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le vieux vaisselier de ma mère, celui-là même derrière. Lequel Scarlett se cachait pendant nos parties de cache-cache. Je l'ai fixé un long moment, les souvenirs tourbillonnant autour de moi comme des fantômes. Oui, c'est malheureux. Mais tu sais ce qui est le plus malheureux, Laney, dis-je lentement. J'étais prêt à tout lui donner. Pas seulement de l'argent, mais aussi mon temps, mon amour, mon pardon. J'attendais qu'elle soit sincère dans ses paroles et ses actes. Mais elle est comme sa mère. Je l'ai clairement vue. Elle est venue pour l'argent, pas pour moi. Tu lui manques, Grayson, dit Laney doucement. Non,
répondis-je fermement. Ce que je peux lui donner lui manque. Un long silence suivit. Elle est dévastée, murmura Laney. Soit, répondis-je, la voix lourde de souvenirs. Un autre silence. Puis elle dit quelque chose que je n'attendais pas, je ne veux pas d'argent pour elle. Je veux juste savoir. La détestes-tu? Oui. Je déteste la fille que tu as élevée, dis-je honnêtement. La version que j'ai rencontrée la semaine dernière, cette femme, elle ne mérite pas mon affection. Elle n'aime pas son père disparu. Elle aime juste ce que je représente. Une opportunité manquée, une solution financière, un nom à inscrire sur un chèque. Je soupirai, le poids de tout ce qui pesait sur moi. Vous m'avez effacé de vos vies quand ça vous arrangeait. Cette fois, j'ai choisi de rester effacé. Sur ce, j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à la main. À l'intérieur, une photo de Scarlett à 5 ans, assise sur mes épaules, souriant à pleines dents, ses couettes flottant au vent. Un petit mot était joint. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. Peut-être que je ne le pourrai jamais. Mais tu as été le meilleur père que j'aurais pu espérer, et je regrette de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Pas de demande d'argent, pas de mention du mariage, juste que j'ai déchiré la photo et la lettre et que je les ai jetées à la poubelle. Je ne l'ai pas appelé, ni par colère, ni par dépit, parce que j'ai enfin compris quelque chose d'important. Pardonner ne signifie pas se retrouver, et parfois, s'éloigner est le seul moyen de guérir.